Police les urgences, je vous écoute. On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois? Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. C'est un moment d'émotion, donc il faut se remettre tout doucement. Et vous pouvez continuer vos applaudissements et accueillir la réalisatrice Delphine Gérard. On peut l'applaudir très chaleureusement. Bonsoir. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. J'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Une sœur en 2018, qui est en fait les 15 premières minutes du film que vous avez vu, qui est l'appel qu'on voit au début du film. Et je pensais faire juste un court-métrage, et puis dans les mois qui ont suivi la sortie du cours, je sentais que les personnages restaient avec moi et que moi j'avais une question qui restait en suspens sur ce qui allait leur arriver dans l'après-coup. Et j'avais la sensation de ne pas être allée au bout en fait, de ce que j'avais envie d'explorer sur cette thématique, de me dire ok, voilà, il y a cet appel, ce moment un peu spectaculaire, mais qu'est-ce qu'ils deviennent chacun, qu'est-ce que la justice va leur proposer en fait à eux, et qu'est-ce que ces trois personnages, chacun dans leur ligne, ont à surmonter en fait. Ça m'intéressait, et j'avais envie de créer un récit qui puisse les contenir tous les trois, et contenir la complexité de chacune de leurs lignes. Donc c'est vraiment ça qui a guidé mon travail. Je suis allée me documenter beaucoup quand même, j'ai été voir des procès, j'ai été rencontrer des policiers à Bruxelles et des avocats, et j'ai confronté en fait tout le temps ce que je projetais, ce que les personnages devaient être en train de ressentir et ce que l'appareil judiciaire leur proposerait dans la réalité. C'est un choix de ma part. Les trois acteurs et actrices principaux étaient déjà dans le court-métrage que j'ai fait, donc ça a été la continuité d'un voyage ensemble. Donc Selma Alaoui, je l'avais vue au théâtre, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec elle et je lui ai proposé de faire des essais pour le cours, on s'est rencontrés comme ça. Verle Battens, donc, qui joue l'opératrice, j'avais été amenée à être coach enfant, donc j'encadrais un petit garçon qui jouait son fils dans un film. J'avais pu l'avoir joué comme ça, donc j'avais trouvé très très forte et je lui avais proposé le rôle. Et Guillaume, c'est un comédien que j'avais vu dans d'autres rôles et que j'ai vu en casting pour le cours. Et après, en fait, pour moi, ça paraissait logique de continuer cette exploration avec les trois acteurs et actrices avec lesquels j'avais commencé. Donc on s'est retrouvés pour continuer le long métrage ensemble. Ça a été une grosse discussion. Je crois que c'était pas forcément le geste que j'aurais fait instinctivement, mais on trouvait difficilement une image dans ce film-là qui contienne tout le monde, ou en tout cas chacun de la bonne façon. Enfin, il y avait quelque chose de pas facile à résumer. Finalement, on s'est tourné vers l'idée d'une triangulation. Et pareil, en fait, à quel moment dans l'histoire ils sont là tous les trois, à part au début ou à la fin, c'est pas facile en fait de trouver quelque chose qui les rassemble. Et donc, au fur et à mesure des recherches qu'on a fait, on a trouvé cette idée d'avoir les deux personnages dans la voiture en dessous et elle au-dessus, enfin vers le personnage de Hannah. Aussi parce que je trouvais que sur l'expression du visage de Hannah, il y avait quelque chose de l'effroi et d'un mystère que je trouvais assez juste en fait par rapport au film, qui allait être un peu notre posture à nous comme spectateurs, spectatrices dans cette histoire-là. Donc c'est ça qui a guidé le choix. Le titre, c'était pas le titre d'écriture. Le titre avec lequel j'ai écrit le film, c'était Le plus vivant possible, que j'aimais bien aussi, mais qui était long et qui au moment du montage me semblait pas assez juste. Et j'en ai cherché plein d'autres, on a fait vraiment plein d'hypothèses. Pas toutes payantes, mais quand on est tombé sur Quitter la nuit, tout à coup j'ai eu une sensation vraiment de justesse parce que j'avais la sensation que ça parlait de plusieurs choses en même temps, très proche de ce que j'ai essayé de faire avec le film. D'abord, ça parlait vraiment des trois personnages à des endroits différents, que ce soit
Ali qui doit quitter cette nuit-là pour entrer si possible revenir dans la vie, en fait, revenir à la lumière. Dari qui doit aussi quitter sa nuit à lui, mais qui pour moi était plus quelque chose comme sa violence, ou Anna qui travaille de nuit, qui est dans une vie très rangée et qui essaie de sortir de sa routine pour rentrer, pour vivre autre chose à la fin. Et puis de manière générale, sortir de cette nuit qui nous englobe un peu tous sur ces questions-là, où on peine à trouver quoi en faire en fait. Et je trouvais que c'était intéressant d'appeler le film comme ça quand il commence dans la nuit et qu'il finit le matin. Est-ce que vous avez été enlevé? Je sais pas. Vous êtes en danger? Oui. Alors la musique, c'est moi qui l'ai choisie. C'est une musique qui s'appelle In and Out of Hand qui préexistait au film. C'est une des seules, peut-être même la seule. Non, il y en a deux qui préexistaient, tout le reste a été composé pour le film. Je voulais Dépêche Mode au départ, mais c'est trop cher. Donc on a cherché quelque chose qui allait dans le même sens que ça. Et on est tombé sur ce morceau et j'ai eu un flash tout de suite. Cette scène, en fait, peut-être c'est ma préférée, moi, dans l'histoire. J'avais envie qu'on voit le personnage de Ali, à un moment donné, dans toute la joie qu'elle a conservée, dans toute la puissance qu'elle a conservée, et que dans la rencontre entre Anna et Ali, quelque chose et aussi avec la sœur de Ali, il y a quelque chose qui puisse revenir de la légèreté qu'on imagine qu'elle avait avant cette histoire-là. Ouais, un truc, une soirée où on s'autorise en fait à exister, à faire des bêtises, à être joyeux simplement. Et je pense que aussi ça m'amusait d'imaginer que Anna, en osant aller chez Ali, s'attendait peut-être à des retrouvailles solennelles ou peut-être à retrouver quelqu'un de complètement effondré, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et elles ont quand même une discussion peut-être solennelle, mais qu'après ça, il y a la vie en fait, enfin, que la vie elle ressurgit tout le temps. Et je trouve que la fête, c'est une part importante de la vie aussi. Voilà, c'était la raison de cette scène. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Et le monsieur, il a bu? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Un peu. Alors, le personnage masculin, en fait, ce que vous exprimez là, c'est la question qui m'a le plus occupée dans l'écriture par rapport à ce personnage. C'est-à-dire que je me demandais vraiment quel était son degré de conscience de son action. Et en fait, de manière générale, c'est une question que je me pose tout le temps dans tous les faits divers qu'on entend. C'est est-ce que des personnes qui passent à l'acte de manière très violente comme ça se voient être des agresseurs ou pas? En fait, c'est vraiment une question que je me pose de manière générale. Et quand j'ai fait des recherches là-dessus pour le film, dans les différents échanges que j'ai eus, il y a notamment beaucoup d'avocats, d'auteurs qui m'ont parlé du fait que par moments, ils avaient vraiment des preuves qu'ils montraient à leurs clients en disant « Voyez, vous avez été filmé, et là, c'est vous ». Et qu'ils avaient des gens devant eux qui disaient « Non, », qui continuaient à nier, alors que c'est à leur avocat et qu'en plus, c'est pas dans leur intérêt de le faire forcément. Et je parlais de ça avec un psy avec lequel on a discuté de certaines choses autour du film et qui me disait « Mais justement, on parle beaucoup de l'amnésie traumatique pour les victimes et du fait que le cerveau protège en fait les gens de choses trop dures dans ce qu'ils vivent. Mais si vous avez agi quelque chose qui vous est insupportable ou que vous n'aimeriez pas l'image de vous en train de faire ça, votre cerveau va aussi se concentrer sur les aspects de l'histoire avec lesquels vous pouvez vivre, en fait. Et dans une certaine mesure, on fait tous ça, tout le temps. C'est-à-dire vous allez avoir un conflit avec quelqu'un, et vous allez plutôt vous concentrer sur la chose qui vous a fait partir, vous, en colère, plutôt que sur toutes les erreurs que vous avez dit après. Enfin, dans des mesures minimes, on fait tout ça tout le temps, d'arranger un tout petit peu l'histoire. Et moi ce que j'ai décidé de faire avec le personnage de Dari, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, mais il ne le regarde plus. Il regarde ailleurs, et il regarde le début de la soirée en se racontant en boucle que quand même ça se passait bien, ou en se racontant une posture très victimaire justement qui lui appartient, de se dire mais quand même elle a fait une blague sur ma voiture, elle a fait ça, enfin de se raconter que le problème venait d'elle en fait d'une façon ou d'une autre. En tout cas quand je vois le nombre de personnes qui dénient, qui ne reconnaissent pas, je me dis bah ça doit faire partie vraiment de l'équation en fait, de pas
de pas voir, ou de pas savoir précisément, ou de pas vouloir se voir comme ça. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose où, quand on parle d'un agresseur sexuel ou d'un violeur, ça paraît jamais pouvoir être soi. J'ai l'impression que c'est une image tellement lointaine et tellement agressive et tellement dure. J'ai l'impression que voilà, on a des images que la culture nous a données de un gars dans un parking avec un couteau, etc. Et Dari, c'est pas cet homme-là. Donc il se dit, c'est pas de moi dont on parle. Et on n'entend pas mon contexte. Et il y avait des choses qui m'ont mené à ça et elles sont pas entendues. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis raconté ce personnage qui est en fragilité mentale avant ça aussi, enfin qui est pas dans un bon moment de sa vie, qui trouve pas, qui sait pas quoi faire de sa frustration en fait. Si sur le personnage de l'homme, moi en fait je me dis que tous les hommes qui sont coupables de ça ne se sentent pas coupables. Et j'ai même été étonnée qu'ils se sentent coupables. Et moi je suis une femme. Et quelque part, ça m'a gênée. Votre choix de culpabilisation et peut-être même de victimisation, puisque à la fin, il pleure. Et je me suis dit, bon, ben, c'est un choix, mais j'y crois pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire très bien. Bah, je pense que c'est drôle, parce que je disais ça un peu plus tôt dans l'après-midi. Peut-être que c'est le plus gros stretch de la fiction, le fait que ce personnage se remette en question, parce qu'on le voit pas beaucoup pour l'instant dans la réalité, en fait, ce mouvement-là. Mais j'avoue que ça m'aurait pas intéressé de pas le faire, et que moi je crois à l'idée que la fiction, elle influence la vie parfois, et ça m'intéresse, en fait, à titre personnel, ça m'intéressait de créer un personnage qui trouve ça insupportable d'avoir abîmé quelqu'un d'autre, comme ça. Et j'ai l'espoir, en fait, que c'est vers ça qu'on va. Enfin, c'est-à-dire que la justice fasse son travail mieux, ce serait super. Mais en tant qu'humain, moi j'ai envie d'être face à des gens qui ne se pardonnent pas d'avoir fait du mal aux autres, que ce soit leur problème à eux, en fait, et pas le mien ou pas celui de la justice. Donc j'entends ce que vous dites. Je trouve que, à titre personnel, en fait, dans ma vision des choses, ça n'enlève rien à ce qu'a vécu la victime, rien du tout. Mais ça veut pas dire qu'en face c'est juste une seule chose, cet homme-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais j'entends. Je trouve que ça fait sens ce que vous dites. Mais sinon, je voulais vous féliciter sur le plan. Vous dites abîmé, et on sent que cette histoire-là a abîmé beaucoup de gens, Ouais. tous. Et ça, c'est très bien. Merci. C'est Bruxelles. Tout est tourné à Bruxelles et un tout petit peu en Wallonie. Mais moi, je vis à Bruxelles et le film a été à 95% tourné à Bruxelles. En fait, j'ai des tas de choses qui me viennent en tête, mais qui sont pas tellement liées. Enfin, il y a tellement de contingences techniques et des trucs idiots on peut plus avoir tel appartement où tout à coup les autorisations sont. Il y a des trucs qui sont pas du tout intéressants pour vous, mais qui ont créé beaucoup de difficultés pour nous. Mais en termes d'émotion, c'est une bonne question. Je crois que la scène de fin entre les deux femmes n'était pas facile à tourner, mais pas tellement. C'est plus, en fait, j'avais l'impression que pour moi, comme le personnage de Ali, je lui avais demandé de retenir beaucoup son émotion tout au long du film. Dans toutes les autres scènes, on ne sait pas trop ce qu'elle ressent, ou en tout cas, elle laisse pas toujours transparaître. Et il y avait quelque chose où j'ai eu l'impression, quand on arrivait à cette séquence, qu'on était au pied du mur, quoi, que là, c'était le moment où quelque chose pouvait s'ouvrir. Et en même temps, on attendait tous cette séquence parce qu'on a envie qu'elle ait cet espace-là, en fait, qu'il y ait enfin quelqu'un à qui elle puisse parler librement de ce qu'elle ressent. Mais je trouvais ça pas facile de doser tout ce qu'elle a à dire, comment Anna le reçoit, comment ça affecte Anna, tout ça, j'ai trouvé ça pas si facile. Je réfléchis à autre chose. Non, je pense que c'était ça. C'était quand même un tournage assez agréable aussi, comme on se connaissait. C'était pas... Des fois, ce qui semble... Les scènes les plus dures à l'image sont pas forcément les plus dures à tourner entre nous. Moi, je dirais, pour moi, c'est celle-là, mais sûrement que les actrices vous diront autre chose.
Je suis là, je suis de l'autre côté, je suis debout. Pardon. Il y a un climax forcément dans le film, c'est la scène du viol. Au moment de l'écriture, qu'est-ce que vous souhaitez montrer? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ressentir? Jusqu'où vous allez dans Je montre? Ou qu'est-ce que vous faites pour suggérer? Parce que là, on est finalement en tant que spectateur, dans une certaine limite, mais jusqu'où vous vouliez montrer et pourquoi ce choix finalement? Ça a été une grosse question à l'écriture et puis au montage. Moi, je savais de toute façon que je voulais pas montrer une scène de viol. De toute façon, je voulais juste que la violence soit tangible pour tout le monde à un moment donné. Même au montage, on a re-questionné encore ça parce qu'on se demandait à quel point c'était nécessaire. Je pense que chacun circule un peu, comme on disait, avec lui-même dans cette histoire-là. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin du tout de cette clarification. Mais je voulais pas qu'on reste sur une idée... je sais pas comment dire. En fait, ça me tenait à cœur que Ali a dit certaines choses à l'interrogatoire. Notamment, elle pense bien avoir dit non, elle pense bien s'être débattue, mais elle est plus sûre à ce moment-là. Et en fait, oui, tout ça est très clair. Et en fait, il n'y a pas tant d'ambiguïté. Pour autant, une agression comme celle-là laisse pas forcément de traces, en fait. Et donc, ça m'intéressait que nous, comme spectateurs, on va pouvoir avoir accès, avoir une réponse au fait que cette violence ait existé, mais la justice, elle l'aura pas, parce qu'elle peut pas avoir ça. Et c'est vraiment la zone où la justice a du mal à faire son travail par rapport à ces histoires-là, parce qu'elle peut pas fonctionner sans preuves, et que ces preuves-là n'existent pas autre part que dans la bouche des gens qui y étaient. Voilà, mais en tout cas, moi, je cherche pas à... Je cherche juste à ce qu'on ait la même sensation sur la violence qui a surgi là, et surtout c'est Dari qui revoit ce flashback. Bon, c'est un peu un détail, mais tous les autres flashbacks qu'il y a dans le film, c'est Ali qui les voit. Enfin, c'est elle qu'on voit juste avant qu'on voit les flashbacks, et là c'est Dari qui le voit, et moi je me disais, mais en fait c'est lui qui a besoin de revoir cette violence. Pour Ali, c'est très clair que ça a eu lieu comme ça. Pour Anna aussi, en fait, d'une certaine façon, elle l'a entendu, elle l'a ressenti, elle n'a pas besoin de preuves, mais lui, à un moment donné, il faut qu'il se mette face à sa propre violence et voilà, en effet, après avoir entendu l'appel, après s'être entendu lui-même, avoir senti peut-être le regard aussi de Anna qui voit clair en lui, et bah, il ressoulève le voile, en fait, et c'est ça qui m'intéressait, que lui puisse plus dénier. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande tout. Je suis dans Tais-toi, je te dis, tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu l'ambiguïté des situations et des personnages. On arrive à avoir de la sympathie pour l'homme, parce qu'on a, comme vous l'avez très bien montré, au départ, il y a des doutes, il y a une enquête, il y a des non-dits de chaque côté. À un moment, on a de la sympathie pour l'homme, après on comprend que la femme traverse quelque chose de très grave. C'est vraiment ce qui m'a le plus accroché dans ce film, c'est cette ambiguïté qui finalement dévoile un mal-être des deux. Merci. Je pense que ça m'intéressait que le récit puisse contenir cette complexité-là, en tout cas les deux revers. Après, ce que je constate et que je trouve intéressant, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mademoiselle, c'est que dans une certaine mesure, j'ai l'impression que le film vous laisse la possibilité de circuler avec vous, en fait. Et donc, le degré d'ambiguïté et de doute dépend vraiment d'un spectateur et d'une spectatrice à l'autre de ce que j'ai entendu déjà. Et pour moi, c'était important à un moment donné qu'on se rassemble quand même sur une vision commune et que la violence soit avérée, parce que je vois que pour certains aussi, ça peut rester de l'ordre du peut-être, ou de « et si elle mentait », ou de... mais même quand on se rassemble là, ça ne veut pas dire que le personnage masculin n'est que ce qu'il a agi. Et je trouve que, justement, dans le contexte où on est, j'ai assez hâte d'être à un moment où, dans la discussion, on va pouvoir entendre que
tous les humains ont plusieurs facettes, ce qui n'excuse pas du tout ce qui a été agi, mais que pour avancer ensemble, on va devoir tenir compte de tout ça. Et en fait, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup questionné en allant observer le système judiciaire, de me dire, mais qu'est-ce que je souhaite à qui, en fait, là-dedans? Parce que être puni, être envoyé en prison, qu'est-ce que ça va être? Enfin, qui ça aide réellement dans cette histoire-là? Qu'il soit pas, enfin, c'est ce que dit un peu le personnage aussi, qu'il soit pas condamné, c'est un problème, qu'il le soit, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire faire justice sur des histoires comme ça pour nous, en tant que société? En fait, ça m'a occupé beaucoup, cette question-là, en fabriquant le film. Je trouvais intéressant, en tout cas, j'avais envie dans la fiction que le personnage masculin, à un moment donné, ça lui aille plus, ce qu'il a fait, que pour lui, ce soit pas supportable. Après, on peut se dire, ok, il fait un premier pas vers une forme de rédemption, mais en même temps, c'est en venant chez elle, et donc c'est... Voilà. Mais je trouvais qu'au moins, c'était nécessaire que chacun reprenne sa part. En fait, on rend à chacun... et donc lui, il ne s'est pas encore expliqué comment il en est arrivé là, c'est un problème. Bonsoir. Je suis encore très ému, ce film. Merci beaucoup. En particulier de la justesse. La justesse des scènes, des événements et des dialogues. Rien n'a été oublié. Comment on trouve une justesse comme ça? Je pense que, je sais pas, mais je pense que j'ai cherché beaucoup, enfin j'ai retravaillé beaucoup le scénario. L'écriture des dialogues, je pense que c'est une des parties que je préfère vraiment. Et je crois qu'il y a quelque chose dans l'écriture, en tout cas, où pour moi, je cherche mon lien avec chaque personnage. C'est-à-dire, je dois savoir par quel canot ils vont passer pour que je trouve comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils diraient, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un long travail d'incarnation, de vraiment rencontrer mes personnages comme si c'était des gens que je pourrais connaître, savoir ce qu'ils mangent, savoir quelle serait la déco chez eux. Enfin, je dois avoir des images très précises et très anecdotiques d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que quand j'arrive là, alors c'est comme si c'est eux qui me disent ce qu'ils diraient dans les scènes, en fait. Et donc l'humour d'un personnage, par moment, j'ai l'impression que c'est une blague que je serais incapable de faire, j'aurais pas cette idée-là, mais elle l'a. Et ce moment-là, je le trouve hyper joyeux en écriture, parce que je me sens vraiment moins seule, et que j'ai l'impression que je fais juste raconter des gens que je connais, et pas inventer quelque chose. Et je pense que si vous ressentez une justesse, c'est peut-être juste cet endroit-là, comment j'ai appris à les connaître et à les aimer, tous, ou en tout cas à ne pas les juger en les écrivant. Et je sais que par exemple pour le personnage de la mère, en démarrant l'écriture, j'avais un a priori de me dire mais en fait ce personnage qui se range du côté de son fils et qui regarde pas forcément... j'avais un a priori un peu... J'avais un petit jugement en démarrant cette écriture-là par rapport à ce personnage. Et en fait, en l'écrivant, j'étais tout le temps confrontée au fait que je me disais mais qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre en fait, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Et ça détruit sa vie à elle, en fait, de regarder en face. Donc, toute l'ambiguïté de ce personnage est venue de ce que j'ai ressenti tout à coup en me mettant profondément à sa place et en me disant je suis pas sûre que je pourrais faire mieux et je la comprends. Et c'est un peu comme ça pour chaque personnage. Et on est allé rencontrer plein de gens qui travaillent dans les call centers, en tout cas en Belgique. Ils nous expliquaient tous qu'il y a souvent une ou l'autre histoire qui reste accrochée et qu'ils ont du mal à laisser partir, surtout parce qu'ils n'ont pas les suites d'histoire et qu'en fait au moment où ça raccroche, voilà, c'est que les secours sont arrivés, mais ça ne veut pas dire que les gens sont sauvés, ça ne veut pas dire que ça va aller le lendemain. Et donc il y a plusieurs opératrices et opérateurs qui nous parlaient de ça. C'est un métier aussi où il y a énormément de burn-out, c'est le numéro 2 en Belgique en tout cas en termes de burn-out. Et c'est quand même, c'est des shifts de 12 heures où vous prenez les 15 minutes les pires de la vie de tout le monde à la suite, quoi. Donc c'est extrêmement éreintant comme travail.
pour certains call takers, donc ceux qui prennent les appels, d'appeler le lendemain les équipes de police qui ont reçu les gens pour savoir un peu ce qui se passe, si ça va, etc. Certains m'ont dit aussi que par moment ils ont rappelé encore, enfin ils ont pu rappeler une deuxième fois pour avoir des nouvelles, etc. Et en général, dans des institutions comme celle-là, c'est cadré en fait. À un moment donné, on leur dit d'arrêter. Et en vrai, pour leur santé à eux aussi, ce serait pas forcément idéal de s'attacher à chaque appel. Mais dans mes recherches, c'est possible qu'elle trouve son adresse, c'est possible qu'elle ait son nom, tout ça c'est possible. Moi, ça m'intéressait en fait de raconter d'un côté l'institution judiciaire qui par moment peut-être échoue, ou en tout cas ne rencontre pas les gens à l'endroit où ils sont, mais Anna, qui fait partie d'une institution aussi, elle se laisse dépasser en fait en tant qu'humain et veut continuer à faire partie de l'histoire. Et je trouvais que ça avait un intérêt en fait de raconter ça. Oui, j'ai une autre question. Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend, ou est-ce qu'il y a un sous-entendu quand la policière l'a dit « j'ai pas aimé mes 14 ans ». Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'elle a été aussi victime d'un viol, non? Ça m'intéressait en tout cas qu'on puisse entreapercevoir qu'il y a une zone de fragilité pour elle sur cet endroit de violence, en tout cas qu'elle en sait quelque chose. Justement, dans la version du scénario, à un moment donné, c'était explicité davantage. Et au montage, on a trouvé que c'était plus intéressant que chacun puisse circuler là-dedans. En fait, moi, ça m'intéressait de donner à ressentir qu'il y avait peut-être une raison qui lui était propre, qui faisait qu'elle s'accrochait à ce coup de téléphone particulièrement. Avec vers la comédienne, on avait toute une backstory qui existait par rapport à ça. Mais je trouvais que ça n'avait pas énormément d'intérêt qu'on en ait le détail, en fait. J'ai l'impression que ces dernières années, ce qu'on a pris conscience autour de toutes ces discussions, c'est que malheureusement, c'est pas du tout des cas isolés et que, en fait, énormément de femmes vont traverser malheureusement des expériences comme celle-là dans leur vie et que ça m'intéressait sur le fait aussi que peut-être ça avait permis à Anna d'entendre la détresse de Ali, de la comprendre plus rapidement peut-être, parce qu'elle en savait quelque chose. C'est ça qui m'intéressait là-dedans. Donc votre projection est juste comme toute celle de la salle, s'il y en a d'autres. Bonsoir, merci pour ce film très émouvant. J'aime beaucoup le fait que vous ne dictiez pas ce qu'on doit penser, ce qu'on doit... Ça, j'aime beaucoup. Mais j'ai quand même une petite question au sujet de sa blessure au doigt. Ouais, c'est un détail qui était un peu plus exploité dans le scénario et puis finalement c'est devenu quelque chose de plus petit. Mais je trouvais... ça vient aussi d'une histoire qu'on m'a racontée d'une fille qui avait vécu une agression de ce type-là et la seule blessure qu'elle avait visible c'était un petit bout d'ongle arraché au doigt. Et ça m'avait marqué parce que au final ça devient tangible juste sur... Enfin, c'est pas tangible en fait, on peut pas trouver que c'est une preuve suffisante d'avoir un petit bout d'ongle arraché. Mais je trouvais que symboliquement, il y avait quelque chose pour Ali d'intéressant à ce que la seule chose visible, ce soit ça. Et ça m'intéressait de le faire exister pour elle, en fait, et que ce soit son rapport à comment elle le soigne, puis le pansement évolue, et puis c'est par là que son ex, en tout cas, lui pose une question tout à coup sur comment elle va. Et je trouvais que c'était intéressant que nous, on sache de quoi est habité ce pansement. Et en fait, ça agit pas vraiment dans l'histoire, mais nous, on sait ce qu'il y a là-dessous, quoi. Et elle aussi, c'est ça que je trouvais intéressant. Je vous remercie d'avoir fait ce film parce que c'est aussi une pierre à l'édifice. Vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de femmes ont connu des choses comme ça dans leur vie. Je pense que dans toute notre société, ici même peut-être dans cette salle, des femmes ont connu ça. Et on peut se retrouver dans votre film. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce que c'est une belle conclusion, ça? Franchement. Ah, c'est beau, non? Merci infiniment, Delphine Gérard, pour ce moment. Merci de votre attention. Et le film, je le précise, sort le 10 avril et nous aurons le plaisir de le sortir au Majestic. Merci encore et très très bon retour à toutes et à tous. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en préambule sur ces charges qui sont graves? J'ai rien fait. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain?
Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande toujours. Je suis là. Tais-toi, je te dis tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. J'aurais pas dû monter dans cette voiture.